congrès de ses 150 ans en 2016 à Strasbourg, la Ligue rappelait qu'éducation, démocratie et laïcité sont les maîtres mots de son ADN. Elle n'est ni un parti politique, ni un syndicat, ni une société de pensée. Tout en ressemblant par certains aspects à ces trois formes d'organisation, elle est avant tout un mouvement d'éducation populaire laïque, décentralisé et très divers dans sa composition comme dans ses activités. Grâce à ses fédérations départementales et à ses unions régionales, elle fédère des milliers d'associations, elle met aussi en œuvre des actions complémentaires à l'enseignement public et elle est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Dans la perspective de son congrès de Marseille en juin prochain, il est nécessaire, pour qu'elle puisse prolonger sa volonté d'être la République en action, de mieux connaître une histoire où elle a su s'adapter aux mutations sociales, parfois à les anticiper, où elle a traversé des difficultés diverses, mais a fini par les surmonter, afin de tenir la promesse de Jean Massé toujours d'actualité, faire penser ceux qui ne pensent pas, faire agir ceux qui n'agissent pas, faire des hommes des citoyens. La présentation de cette histoire est découpée en 5 parties. De sa création en 1925, un développement pour faire aimer la République. De 1925 à 1966, une transformation au service de l'école laïque et pour l'accès aux loisirs. De 1966 à 1984, une nouvelle organisation pour changer la vie. De 1984 à 2005, une liaison action-réflexion pour la démocratie et la solidarité. Et enfin, de 2005 à nos jours, faire société. Suite à l'article paru le 25 octobre 1866 dans le journal L'Opinion nationale, Jean Massé reçoit dès le lendemain l'accord de 3 personnes pour cette création. Aussi, le 15 novembre, il lance dans ce même journal un appel au rassemblement de tous ceux qui souhaitent contribuer à l'enseignement du peuple. Vu le succès, il peut, dès le 25 novembre, considérer que la Ligue de l'enseignement existe de fait, et il publie une première liste d'adhérents en suivant. Un an après, la Ligue compte près de 5000 membres répartis sur 77 départements, même si elle n'a pas encore d'existence légale, car Jean Massé ne prend pas le risque sous l'Empire de demander une autorisation, condition indispensable à l'époque pour qu'une association ait une existence juridique. Rapidement, c'est le cercle parisien qui assurera les fonctions administratives. De nombreux cercles se constituent sur tout le territoire. Des bibliothèques, des cours du soir sont organisés. Et à la veille de la guerre de 1870, la Ligue approche les 20 000 adhérents. Au-delà du besoin d'éducation lié aux gigantesques mutations économiques et sociales que connaît la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est en fait l'adhésion à l'exigence de la formation des citoyens que réclame Jean Massé. Journaliste républicain, il est devenu professeur en Alsace car il a été contraint de quitter la capitale suite au coup d'État du futur Napoléon III. Ayant constaté que le suffrage universel n'est pas lui-même une garantie de démocratie, puisque le peuple avait élu un dictateur, il considère donc que, pour exercer le pouvoir, le citoyen doit disposer du savoir. À l'exigence de l'éducation et à l'aspiration à la démocratie s'ajoute rapidement, dans un contexte où la science et la médecine progressent à grands pas, la volonté de faire reculer l'obscurantisme avec la laïcité. L'Église, qui avait béni les arbres de la liberté en 1848, aurait pu s'adapter à ces mutations, mais elle préfère soutenir un pape qui condamne toutes les libertés et le progrès dans une encyclique restée célèbre sous le nom de Syllabus. Les prétentions cléricales deviennent insupportables dans un pays où pourtant 98% se déclarent catholiques, et les humanistes se liguent pour que l'éducation populaire fasse partager l'exigence du progrès, de la science et de la raison. Ni la défaite devant la Prusse, ni la sanglante répression de la Commune de Paris en 1871 ne stopperont la progression de la Ligue. Au contraire, la République proclamée, elle organise avec l'aide de la presse libérale une pétition pour une instruction publique, gratuite, obligatoire et laïque, qui connaît un très grand succès. Ainsi, un lourd chariot porte le 19 juin 1872 à l'Assemblée nationale 850 000 signatures de la pétition qui en recueillera au total près de 1 300 000. Mieux encore, une nouvelle pétition en direction des élus va recevoir le soutien de 3000 conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population. Mais cette réussite, qui marquera durablement l'imaginaire républicain, suscite aussi la vive hostilité de ceux qui, à la tête de la République, veulent restaurer la monarchie.
La construction du Sacré-Cœur à Montmartre pour expier la Commune de Paris symbolise l'instauration de l'ordre moral par les monarchistes et l'Église catholique. Et les membres de la Ligue sont excommuniés par le pape Pie IX et les évêques demandent aux curés d'interdire à leurs ouailles d'y adhérer. De plus, avec l'élection de MacMahon, la Ligue est violemment prise à partie et plusieurs cercles locaux sont dissous. Pour éviter de disparaître, elle s'inscrit dans l'élan patriotique aspirant à la revanche pour le retour des départements d'Alsace et de Moselle devenus allemands. Elle obtient le soutien de l'armée en créant des bibliothèques régimentaires. Sa devise, « Pour la patrie, par le livre et par l'épée », sera abandonnée en 1904 sous la pression des enseignants pacifistes, après que la Ligue se soit fortement investie dans l'enseignement gymnique et militaire avec les bataillons scolaires qu'elle contribue à organiser. La répression va en fait renforcer la Ligue, en entraînant notamment de nombreuses adhésions pour en faire une véritable force républicaine. Aussi, quand la République sera enfin aux mains des républicains, elle va bénéficier de la reconnaissance des pouvoirs publics. Le cercle parisien est reconnu d'utilité publique et le Conseil d'État l'autorise à percevoir les dons et legs pour la Ligue. En avril 1881, un congrès à Paris lui donne enfin une existence officielle sous la forme d'une fédération associative. Dans la séance de clôture au Trocadéro, Léon Gambetta incite la Ligue à devenir la République en action, capable de gagner à l'idée républicaine tous les villages de France. Les 3 jours précédents, les travaux ont eu lieu dans les locaux du Grand Orient de France. Si la Ligue a toujours été indépendante des organisations maçonniques, il est indéniable que de nombreux francs-maçons, comme Jean Massé et des loges maçonniques, ont contribué à son développement. La Ligue va accompagner, en particulier dans le domaine de l'éducation, les profondes réformes de la Troisième République. Jules Ferry et d'autres ligueurs comme lui font adopter les lois scolaires. La Ligue soutient la lettre et l'esprit de ces lois. L'instruction devient obligatoire, l'enseignement reste libre avec une école facultative. Elle appuie l'État pour qu'il s'assure que toutes les communes aient une école publique, gratuite et laïque, afin de garantir l'obligation et permettre l'égal accès au savoir. Elle soutient fortement cette école publique qui, au cœur de la République, n'est pas neutre puisqu'elle doit former des citoyens républicains, mais qui doit avoir des contenus d'enseignement dégagés de toute influence idéologique ou religieuse qui fasse violence à la liberté de conscience de l'enfant. Bien évidemment, l'adoption de ces lois scolaires au Parlement ne garantit pas leur application sur la totalité du territoire. La défense et la promotion de l'école publique s'imposent donc face à l'hostilité de nombreux élus locaux et de l'Église catholique qui n'a pas renoncé au monopole de l'éducation. La Ligue va agir efficacement pour cette mission. Comme elle perçoit de nombreux dons et legs et qu'elle recueille le sou pour l'école publique, elle est dotée de moyens d'intervention, et ses responsables peuvent envoyer du matériel aux écoles rurales, créer des bibliothèques, conseiller les instituteurs, fournir les livres de distribution des prix pour récompenser les meilleurs élèves. Elle organise aussi des activités autour de l'école afin de concurrencer les patronages que l'Église catholique a créés pour compenser sa perte d'influence sur la jeunesse après le vote des lois scolaires. À son congrès de Nantes en 1894, la Ligue décide de créer au moins une œuvre post ou périscolaire dans chaque canton. Pour cela, elle est fortement soutenue par les pouvoirs publics, car les républicains, afin de résister aux forces religieuses et sociales hostiles à la République, ont besoin de s'appuyer sur une organisation décentralisée dans toute la France, réunissant des forces très disparates et ayant des membres appartenant à différents réseaux. Sous l'impulsion de Léon Bourgeois, ces associations ont aussi la mission de favoriser la solidarité. En effet, le nouveau président de la Ligue affirmait « Il ne suffit pas de proclamer l'égalité des droits. Il faut que dans la réalité des faits diminue l'inégalité des conditions. » Et la très grande majorité de ligueurs se reconnaissent dans la formule du promoteur du solidarisme, substituer au point fermé pour combattre, la main tendue pour secourir. De la fin du XIXe siècle jusqu'à la guerre de 14-18, la Ligue est donc chargée, dans le domaine de l'éducation, d'exprimer le noyau d'intérêt et de solidarité qui est commun à tous les républicains par-delà leurs divergences. Elle constitue une véritable école de cadres, favorisant ascension sociale et carrière politique. Ses adhérents sont très divers et représentent toutes les professions, avec une originalité pour l'époque, l'adhésion des femmes. Beaucoup d'élus et de nombreux ministres, notamment de l'instruction publique, figurent parmi ses membres.
Aussi, l'amicale parlementaire des Amis de la Ligue est très influente, et lorsqu'il est élu en 1895 président de la République, Félix Faure accepte de devenir président d'honneur de la Ligue pour illustrer son soutien, instaurant ainsi cette tradition qui se maintiendra jusqu'à la fin du mandat de Vincent Auriol en 1953. Les associations sont nombreuses et actives, elles sont très diverses, mais c'est l'attachement à la République qui les réunit dans la Ligue. Pour les aider, les conférenciers choisis par la Ligue sillonnent le territoire tels de véritables missionnaires laïcs. Ils font aimer la République, ils soulignent l'importance de l'éducation et développent des sujets d'ordre général ou scientifique. La Ligue contribue aussi à la mise en œuvre d'un véritable rituel républicain. Elle organise des fêtes de la jeunesse les 14 juillet pour concurrencer les processions religieuses et elle lance des souscriptions pour ériger des monuments à la mémoire des grands républicains. Si celui pour Jules Ferry existe toujours à Paris, celui pour Jean Massé a depuis bien changé. Ces congrès se déroulent chaque année dans une ville différente. Ils attirent un public nombreux et des hommes politiques qui y trouvent là un réel contact avec la population. Ces congrès permettent de suggérer et de préparer, tant pour la Ligue que pour les pouvoirs publics, des initiatives et des réformes dans différents domaines. Suivis de grands banquets avec de nombreux discours et des défilés en ville, fanfares en tête, ils sont par ailleurs de véritables manifestations républicaines. Étroitement liée avec les pouvoirs publics, la Ligue accompagne efficacement l'adoption des lois laïques. Elle va avoir une part très active dans l'adoption de la loi de 1901 pour la liberté d'association. Non pas sur la possibilité offerte à 2 ou plusieurs personnes de créer librement une association aux seules conditions qu'elle ne porte pas atteinte à l'intégrité du territoire ou aux bonnes mœurs, mais sur le sort réservé aux congrégations religieuses. Comme tous les républicains, la Ligue avait constaté leur rôle néfaste avec le soutien de l'injuste condamnation du capitaine Dreyfus, et plus encore par les menaces qu'elles avaient fait peser sur la République lors de la tentative de coup d'État en 1899. Aussi la Ligue milite pour que ces congrégations soient davantage contrôlées, ce qui sera obtenu dans la loi. Pour avoir une existence juridique, les congrégations doivent obtenir au préalable l'autorisation du Parlement. Cette disposition sera abrogée par le maréchal Pétain. En 1902, elle soutient Émile Combes, le nouveau président du Conseil. Son prédécesseur, Waldeck-Rousseau, voulait obliger les congrégations à respecter la loi. Émile Combes, lui, les met hors la loi. Il obtient que les congrégations ne soient pas autorisées. De nombreuses sont dissoutes, manu militari, et leurs biens confisqués. On assiste alors à ce qui a pu être qualifié de guerre des 2 France. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Le rôle de la Ligue est plus discret pour l'adoption de la loi de 1905 de séparation des églises de l'État, car son président Ferdinand Buisson est en même temps le président de la commission parlementaire chargée d'élaborer la loi. Bien que proche d'Émile Combes, il facilite l'action d'Aristide Briand et de Jean Jaurès pour que la loi qui sera finalement adoptée le 9 décembre 1905 assure la liberté de conscience et garantisse le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Mais la pacification n'est pas immédiate. Comme le pape s'oppose à cette loi, nombre de catholiques ne font pas confiance à son caractère conciliant et pacificateur. Parallèlement, les militants historiques pour la laïcité considèrent que cette loi ne répondait pas totalement à leurs attentes et qu'elle n'était qu'une étape dans la laïcisation du pays. La Ligue s'inscrit dans ce courant et elle va participer au déplacement du conflit du juridique et politique vers l'éducation et le social. Aussi, dans la plus grande partie du XXe siècle, la question laïque concernera essentiellement l'école et la concurrence entre associations laïques et associations catholiques. Pour son action, la Ligue a le soutien de l'État. Son vice-président, Édouard Petit, remet tous les ans un rapport au ministre de l'Instruction publique. Elle bénéficie de nombreux dons et legs. Avec l'un d'eux, elle peut faire construire son siège au cœur de Paris. Il est symboliquement à mi-chemin entre la rue de Grenelle et l'université de la Sorbonne. L'inauguration est un événement républicain. Avec la déclaration de guerre en 1914,
les antagonismes politiques et religieux s'effacent derrière le patriotisme. La Ligue s'inscrit dans l'Union sacrée et prend l'initiative de regrouper toutes les grandes associations, y compris confessionnelles, pour organiser des actions de soutien aux familles des soldats ou venir en aide aux blessés. Après la victoire, pour fêter l'armistice, la Ligue est chargée par le gouvernement d'organiser les grandes fêtes de la jeunesse à Paris. Dans l'union sacrée des adversaires d'hier, la Ligue a donc démontré son efficacité, mais elle a perdu une large part de son identité et va s'avérer très affaiblie au lendemain de la guerre. Sa participation à l'union sacrée a entraîné moins de motivation pour un engagement militant, et la Ligue reste muette alors que l'Église catholique reprend l'offensive. Aussi, à partir de 1920, ces congrès sont désertés. L'élection comme président en 1924 de François Albert va mettre un terme à cet affaiblissement. Avec ses appuis politiques et le soutien du maire radical de Valence, il organise un congrès qui retrouve un succès populaire. Mais les responsables des fédérations, qui, afin de pallier les carences de la Ligue, ont dans de nombreux départements regroupé les associations locales, n'ont pas confiance dans les dirigeants nationaux de la Ligue pour faire face aux enjeux. Au début de 1925, ces fédérations départementales se réunissent à Saint-Étienne pour constituer une confédération nationale des œuvres laïques. Grâce au soutien de Joseph Brenier, les délégués de la Ligue parviennent à convaincre les participants que le passé glorieux de la Ligue de Jean Massé la rend légitime à être cette confédération. Le président François Albert accepte la modification des structures et du fonctionnement et à son congrès de décembre 1925, la Ligue adopte comme sous-titre « Confédération générale des œuvres laïques ». Le premier congrès de cette nouvelle Ligue se tient symboliquement à Saint-Étienne en 1926. Il constitue une manifestation républicaine avec des défilés des représentants des fédérations et des écoles de la ville devant plus de 50 000 personnes. Au banquet qui suit, parmi les personnalités qui s'expriment, un jeune étudiant est appelé à un bel avenir politique. Édouard Herriot appelle à l'union de toutes les œuvres d'éducation populaire d'inspiration vraiment républicaine. Et le président de la Ligue indique que le Congrès a fixé une triple mission pour elle. Soutenir l'école publique, développer les activités de loisirs, regrouper toutes les associations laïques au niveau national et créer une fédération dans chaque département en s'appuyant sur les élus républicains et l'administration de l'instruction publique. La défense de l'école laïque est un impératif contre les attaques de l'Église pour qui tous les moyens sont bons afin d'étouffer l'école laïque et la vider de ses effectifs. En 1927, Monseigneur Chaliol, évêque de Rhodes, refuse les sacrements à toute personne mettant ses enfants à l'école publique et excommunie les instituteurs. 2 ans avant, l'évêque de Montauban avait déclaré « Entre l'école publique et nous, c'est une question de vie ou de mort ». Si, naturellement, ces mensonges ne laissent pas la Ligue sans réaction, elle crée parallèlement à son action en faveur de l'école les UFO, des sections spécialisées pour faire face au développement des activités de loisirs afin de mettre la culture et le sport au service de tous. La première est en 1928 pour le sport, l'UFOLEP. En 1933, ce sont les activités artistiques qui, grâce à l'UFOLEA, deviennent accessibles au grand nombre, de même que le cinéma grâce à l'UFOCEL. En 1934, dans le cadre de l'UFOVAL, elle s'attache à développer les colonies de vacances. En 1935, elle crée une association pour l'action féminine, et avec le CLAP, elle se soucie de l'aviation populaire. Elle réunit aussi en son sein les grandes associations laïques. Elle suscite la reconstitution d'une fédération de délégués de l'éducation nationale qu'elle avait créée en 1906. Avec les éclaireurs et éclaireuses de France, elle organise des stages de formation de moniteurs de colonies de vacances qui donneront naissance au CMEA. En 1935, elle marque son engagement contre le fascisme en adhérant au Comité national de rassemblement populaire. Elle participera peu après à la création du journal des gauches, La Lumière. Elle se réjouit, naturellement, de la victoire du Front populaire en 1936, d'autant qu'elle compte des amis au gouvernement, notamment Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, qui était membre de sa direction, ou Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État aux loisirs, qui sera responsable national de l'UFOLEP. Elle soutient les initiatives de Jean Zay
liant éducation scolaire, culture et éducation populaire. Avec son appui, la Ligue s'investit en 1939 dans la commémoration des 150 ans de la Révolution française. Pour favoriser le départ en vacances des nouveaux bénéficiaires des congés payés, elle crée avec la CGT Tourisme Vacances pour tous et participe à la création du centre laïque des auberges de jeunesse. Parallèlement, elle développe les colonies de vacances, souvent en liaison avec des municipalités progressistes. En 1938, elle crée avec le syndicat national des instituteurs la Fédération nationale des œuvres laïques de vacances d'enfants et d'adolescents, la future jeunesse au plein air. Ayant une fédération dans la quasi-totalité des départements, regroupant au total environ 25 000 associations et près de 3 millions d'adhérents, la Ligue est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale à la fois une organisation para-administrative visant à faire prendre en charge ses activités dans le cadre d'un service public et un puissant groupe de pression idéologique inséré dans le système républicain. Mais les lendemains qui chantent qu'elle préparait ne sont pas au rendez-vous. Au contraire, après la défaite de 1940, le gouvernement du maréchal Pétain met fin à la Troisième République et s'attaque à l'école publique et à ses défenseurs. Tous les malheurs de la patrie proviennent du fait que la République a chassé Dieu de l'école. Notre premier devoir sera de l'y faire entrer, dit son gouvernement. La Ligue est dissoute et ses biens sont confisqués. Elle retrouvera une partie de ses archives en 1999 à Moscou, où l'armée rouge les avait déposées après les avoir prises aux nazis en 1945. La Ligue se reconstitue dans la résistance avec Albert Baillet. Parallèlement, elle est à Alger représentée par Marc Rucard à l'Assemblée consultative chargée d'élaborer les lois pour la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance. De la libération de Paris en août 1944, la Ligue retrouve force et vigueur sous la présidence d'Albert Baillet. Elle réintègre ses locaux qui avaient été occupés par les jeunes du maréchal, où elle tient son congrès de reconstitution en 1945, en présence du général de Gaulle qui déclare « Et puisque, mesdames et messieurs, l'honneur aujourd'hui se mesure au service que l'on rend à la renaissance de la patrie et au règne de la liberté et de la justice, au nom du gouvernement de la République, je dis honneur à la Ligue française de l'enseignement. » La création de la sécurité sociale avec sa branche familiale et des comités d'entreprise vont favoriser le développement de ces activités. De plus, grâce aux solidarités nées pendant la résistance entre ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, la laïcité semble, avec la démocratie retrouvée, faire consensus, et les relations de l'Église catholique et de l'État paraissent pacifiées dans le respect des règles définies en 1905. Dans l'espoir de l'émergence de cette France nouvelle, l'éducation est appelée à jouer un rôle primordial. Le moment semble venu, non pas de reprendre la législation scolaire d'avant-guerre, mais de faire une œuvre généreusement novatrice. Les responsables de la Ligue s'investissent pour cela dans les commissions mises en place par le gouvernement. Mais la première cessera ses travaux sans conclure dès 1945, et la seconde élaborera un plan en 1947, mais qui ne sera pas suivi d'effet. Ces désillusions s'inscrivent dans une difficile reconstitution de la Ligue qui, au début, a des relations difficiles avec Jean Guéhenno. Suspicieux sur les organisations de la Troisième République, il privilégie en effet les organisations récentes. Malgré ces difficultés, les fédérations départementales se reconstituent une à une avec l'appui des sections du syndicat national des instituteurs et des inspecteurs d'académie. Parallèlement, la Ligue crée avec le SNI et les éclaireurs de France la Fédération des francs et franches camarades pour l'encadrement des patronages. Avec le ministère de l'Éducation et de l'Agriculture et le syndicalisme agricole, elle crée la Fédération nationale des foyers ruraux. Elle participe aussi à la création de la République des jeunes, transformant l'association des maisons de jeunes du régime de Vichy en Fédération nationale des maisons de jeunes de la culture. Et comme cette fédération accepte l'adhésion d'associations confessionnelles, la Ligue, comme le SNI, refuse de poursuivre sa participation. La question laïque est en effet redevenue clivante, car la guerre scolaire a repris. Les partisans de l'enseignement privé exigent des moyens financiers pour que soit garanti aux parents le libre choix de l'éducation de leurs enfants. Dans l'attente, en Vendée, l'évêque incite les paroissiens à refuser de payer les taxes sur les kermesses. En réaction, la Ligue crée avec le SNI le cartel d'action laïque qui regroupe toutes les organisations progressistes, politiques, syndicales, philosophiques ou associatives.
Présidé par Albert Baillet, il organise les États généraux de la France laïque. Mais le combat pour l'école a changé. Avant la guerre, l'enjeu était idéologique entre les forces laïques et l'Église catholique. À la Libération, les partisans de l'enseignement privé mettent subtilement l'accent sur la nécessité de moyens financiers pour que soit garanti aux parents le libre choix de l'éducation de leurs enfants. Et comme il n'existait pas d'organisation laïque représentant spécifiquement les parents, la Ligue Havelesny crée la Fédération nationale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques. L'affrontement sur la question scolaire est au cœur des débats politiques, notamment avec les combats contre la loi Marie Baranger en 1951, qui, au prétexte d'aider les familles en difficulté, subventionne en fait les écoles privées. Pour être plus efficace, le cartel laïque devient en 1953 le Comité national d'action laïque, le CNAL, qui regroupe uniquement les DDEN, la FCPE, la FEN, le SNI et la Ligue de l'enseignement, les autres organisations restant en soutien. Dans ce contexte, ces fédérations départementales sont le véritable bras armé de l'éducation nationale, en aidant les associations à organiser l'accueil des élèves, les cantines, les activités périscolaires, bref, tous les services que ne pouvait mettre en œuvre l'administration de l'éducation nationale, mais qui étaient indispensables pour que l'école publique ne subisse pas la concurrence de l'école privée. C'est le temps des amicales laïques. Quand un village n'en a pas, les militants de la fédération départementale vont aider l'instituteur à en créer une. De grandes fêtes des écoles sont organisées, en particulier grâce à l'UCEP, pour montrer la prééminence de l'école publique. Ces missions sont reconnues et soutenues par l'éducation nationale. Le ministère charge en particulier la Ligue d'organiser tous les ans une collecte pour les activités périscolaires et la JPA une collecte pour le départ en vacances. Il affecte des enseignants mis à disposition qui prendront une place de plus en plus grande dans l'encadrement et le fonctionnement des fédérations départementales. Dans le même temps, la Ligue s'investit dans la décentralisation culturelle et permet, à l'époque de la guerre froide, de réunir dans l'action laïque des militants que tout oppose politiquement par ailleurs. L'UFOLEA développe des activités artistiques, les rencontres sont organisées en théâtre, chant choral, art plastique, photo, etc. Elle crée le centre laïque de lecture publique, qui assure la circulation des livres dans les villages avec des bibliobus. Elle diffuse des films dans les établissements scolaires et dans les communes en étant la plus grande fédération de ciné-clubs. Pour cela, l'UFOCEL se transforme en UFOLEIS. Le centre laïque de tourisme culturel accueille les jeunes étrangers et organise des voyages culturels. Grâce à l'UFOVAL, les colonies de vacances sont en plein développement. L'UFOLEP développe la pratique sportive au sein des amicales laïques et avec l'UCEP contribue à l'éducation physique. L'OFICO se soucie des activités outre-mer. Dans les nouveaux départements à La Réunion, en Guyane, Martinique et Guadeloupe, les fédérations départementales se sont constituées, mais rencontrent souvent de nombreux problèmes avec les représentants de l'État. Elle a au Maghreb des fédérations dynamiques, en particulier dans les 3 départements d'Algérie. À Madagascar et en Afrique équatoriale et occidentale, contrairement aux attentes de son président, son action émancipatrice se heurtera aux pratiques coloniales, comme le montrera le film de René Vauthier qu'elle commandera, mais qui sera interdit à la projection. Au plan local, les associations confessionnelles et les associations laïques se font concurrence. Cette concurrence n'empêche pas le dialogue, mais ce dialogue restera longtemps assez formel. Il faudra attendre des actions communes face à la montée de l'inquiétude sur le sort des jeunes appelés du contingent qui partait en Algérie et l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle pour que se constitue en 1958 le GEROGEP. Avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, les liens vont se distendre avec les pouvoirs publics, surtout que le Premier ministre, Michel Debré, fait adopter une loi finançant l'enseignement privé le 31 décembre 1959. Au sein du CNAL, les associations de la Ligue contribuent au succès d'une grande pétition. Le 19 juin 1960, à la porte de Versailles à Paris, les délégués des départements présentent des signatures représentant plus de la moitié des électeurs. Henri Fauré, président de la Ligue, prononce au nom de tous les pétitionnaires le serment de Vincennes, du nom de l'imposante manifestation qui a lieu l'après-midi. Nous, délégués des pétitionnaires des communes de France, faisons le serment solennel de manifester en toutes circonstances et en tout lieu
notre irréductible opposition à cette loi, contraire à l'évolution historique de la nation, de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu'à son abrogation et d'obtenir que les forces scolaires de la République soient uniquement réservées à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. Je le jure. Malgré cette impressionnante mobilisation, la loi de Bray est mise en œuvre. Cette défaite, contenant l'espoir d'être abrogée avec le retour au pouvoir d'une majorité laïque, va durablement centrer le débat laïque essentiellement sur la question du financement public de l'enseignement privé. Aussi, la Ligue ne prolongera pas immédiatement les ouvertures préconisées par Albert Bayet, liant laïcité et diversité. L'opposition de la Ligue au nouveau pouvoir ne porte pas exclusivement sur la question scolaire. Outre les interrogations sur les conditions démocratiques de la Constitution de la Ve République, la Ligue va contester de nombreuses initiatives de l'État prétendant faire entrer la France dans la modernité. Elle désapprouve ce qu'elle considère comme un démantèlement de l'éducation nationale, avec la création du ministère de la Culture, avec lequel elle aura d'autant moins de relations que celui-ci fait preuve d'un certain mépris à l'égard des activités des associations d'éducation populaire. Elle ne cautionnera pas non plus la création du Haut Commissariat à la jeunesse et au sport, ni les modalités d'une politique qui accorde pourtant des moyens substantiels au développement des activités associatives, notamment avec la première loi programme d'équipement sportif et socio-éducatif qui va spectaculairement changer le pays et provoquer la création de nombreuses MJC. Elle refuse la cogestion des activités avec l'État et sa participation aux associations pour la mettre en œuvre, mais de façon pragmatique, elle accepte de bénéficier des aides du FONGEP créées pour le financement de postes d'animateurs. L'adaptation nécessaire à ce nouveau contexte exige un fonctionnement plus efficace, articulant mieux orientation politique et organisation des activités. Pour cela, la Ligue élit dès 1959 un secrétariat général permanent, malgré l'avis du président Albert Bayet, ce qui entraîne sa démission. Ces modifications s'inscrivent dans les profondes mutations sociales, économiques et culturelles du pays. La croissance et le crédit améliorent le pouvoir d'achat et permettent l'accession à des loisirs qui deviennent essentiels pour avoir des relations sociales dans une France de plus en plus urbaine. Les amicales laïques, qui organisaient les activités autour de l'école primaire et de l'instituteur, se transforment. La Ligue les incite à devenir des foyers de jeunes d'éducation populaire, avec en leur sein un club de jeunes qui vont progressivement ressembler davantage à une MJC qu'à une association militante autour de l'école. D'autant qu'avec la sécularisation, la concurrence est moins vive entre associations laïques et associations confessionnelles. De nouveaux liens se tissent progressivement, notamment avec des organisations prenant leur distance avec leur caractère confessionnel. Et au plan local, l'accent est alors mis davantage sur l'organisation des activités que sur les affinités idéologiques. Cette exigence de qualité pour la pratique des activités ne peut se satisfaire du seul dévouement de militants bénévoles. Aussi, les animateurs de plus en plus professionnels remplacent les instituteurs pour les animer. Les liens entre l'école et les associations de la Ligue se modifient, surtout que l'augmentation de la population scolaire est accompagnée de nombreuses fermetures d'écoles dans les communes rurales et que l'allongement de la scolarité entraîne le développement de l'enseignement secondaire avec lequel la Ligue aura moins de liens pendant longtemps. Les initiatives nationales en tiennent compte et sont multiples. Nouvelles revues, développement de la formation, organisation de tournées UFOLEA, développement des services et des outils pour l'animation. Mais afin de mieux promouvoir ces orientations, l'action laïque devient en janvier 1964 Pourquoi, avec la volonté d'une grande diffusion par notamment la vente en kiosque. Et pour commémorer ces 100 ans, la Ligue propose une grande ambition faisant un parallèle avec l'adoption des lois scolaires au siècle précédent, gagnée dans la deuxième partie du XXe siècle, la bataille de l'éducation permanente. Cet objectif, liant action scolaire et action dans la cité, s'inscrit dans la volonté de participer à la mobilisation de ceux qui veulent changer la vie. Son centenaire est marqué par le rassemblement de 2000 jeunes à Beauregard, dans l'Aisne, qui illustre sa prise en compte, certes inégalement partagée, des effets du baby-boom de l'après-guerre.
Cette chanson de Beauregard n'est pas dans le vent, mais le rassemblement met à lumière la place qu'occupent désormais les jeunes dans la Ligue et va susciter celle qu'ils veulent davantage prendre en compte. De même, les autres initiatives organisées s'inscrivent dans la volonté de la Ligue de se transformer afin de rester fidèle à son passé. Elle décide d'ajouter et de l'éducation permanente à la Ligue française de l'enseignement. Ce changement illustre sa volonté de promouvoir tout au long de la vie, au-delà de l'éducation scolaire initiale, la formation professionnelle et les activités socio-éducatives. Elle se donne pour objectif la création d'un grand service public dans lequel elle souhaite fondre ses activités. Ce changement est aussi l'occasion d'une modification des structures pour rendre son fonctionnement plus cohérent. Les associations à base nationale, dont l'appartenance à la Ligue n'empêchait pas leur parfaite autonomie, ne seront désormais plus membres de la Ligue, mais des partenaires choisissant elles-mêmes les modalités de leurs relations. Les UFO, au fonctionnement souvent replié sur l'activité qu'elles fédèrent, deviennent des services pour le développement de pratiques d'animation plus globales sur un territoire. Ces changements se mettent progressivement en œuvre lorsqu'intervient le bouillonnement d'idées de mai 68. Mai 68 accélère en effet l'arrivée aux responsabilités dans de nombreux départements de jeunes militants qui n'ont plus les mêmes rapports avec l'école et les enseignants. Ils considèrent que l'école, reproductrice d'inégalités, doit davantage être transformée que défendue. Aussi, même si dans les congrès nationaux l'éducation occupe toujours une large place, et si la Ligue participe aux actions et aux réflexions du CNAL soutenant les propositions du colloque pour un service public de l'éducation nationale gestion tripartite, au niveau local, la question scolaire est volontiers laissée aux syndicats et à la fédération des parents d'élèves. Mai 68 va aussi accélérer la libération des mœurs dans une société en profonde mutation, mais bloquée sur ce plan. Cette évolution a une incidence directe sur la laïcité. En effet, avec les combats féministes pour la libération sexuelle, la contraception et l'avortement, les organisations laïques font enfin la liaison laïcité-féminisme. L'égalité femmes-hommes devient durablement une valeur laïque essentielle. De plus, dans les suites de mai 68, se développe l'action militante contestataire et une démarche autogestionnaire. C'est dans ce cadre que l'animation socioculturelle se substitue à l'éducation populaire trop liée à une transmission descendante des savoirs. L'animation doit organiser l'analyse et la prise en charge des besoins d'un milieu de vie par les habitants eux-mêmes. Elle veut débusquer dans les activités éducatives et culturelles tout ce qui rend supportable l'insupportable d'une société foncièrement inégalitaire. Et les animateurs sont convaincus que la prise de conscience des aliénations permettra aux personnes de s'en libérer. Avec le théâtre engagé et quelques chansons, ils pensent changer le monde. 3 initiatives illustrent cette volonté. En 1970, pendant 4 jours à Bourges, des responsables de clubs de jeunes expérimentent l'animation d'une ville. En 1971, la Ligue participe avec d'autres mouvements d'éducation populaire et des comités d'entreprise à l'animation de milliers de débats sur l'actualité à partir de magazines mensuels, certifiés exacts, réalisés par des journalistes licenciés de l'ORTF en 1968. En 1972, la campagne Vivre en ville vise la prise en compte des grandes mutations urbaines. Cette initiative, sans doute un peu prématurée à un moment où peu de gens pressentaient les problèmes qu'allait entraîner la politique d'urbanisation, ne mobilisera pas l'ensemble du mouvement, mais aura un rôle essentiel pour la formation des cadres départementaux et provoquera un débat d'orientation sur les changements de la Ligue. Notre congrès est un thème très important, fondamental pour la Ligue de l'enseignement, puisqu'il s'agit en fait de redéfinir, de retrouver l'identité de notre mouvement et de savoir comment un mouvement d'éducation populaire laïque se situe dans la société d'aujourd'hui et y intervient. Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes ont réfléchi à cette question à partir d'un film qui s'appelait Le Temps des questions. Et nous sommes aujourd'hui au temps des réponses. La Ligue est une organisation absolument indépendante et des syndicats et des partis politiques. Un de nos derniers congrès, celui de Bordeaux 1971, nous a permis d'établir à la fois la spécificité de notre intervention et les relations qui existent entre cette intervention et l'intervention des syndicats et des partis. Suite à de longs et passionnés débats, la Ligue adopte majoritairement une motion qui, tout en rappelant que sa conception de l'éducation permanente laïque exige que l'être humain puisse dégager par lui-même sa propre vérité,
indique que la Ligue souhaite la transformation sociale vers une société de type socialiste. Parallèlement, elle réfléchit, avec l'aide d'organismes spécialisés, sur son mode de fonctionnement et sa communication, et elle adopte un logo. Dans un contexte économique encore favorable, l'ensemble de ces activités se développe en étant soutenues par des publications spécialisées. Une convention nationale avec la CNAF permet d'amplifier la formation des animateurs bénévoles. La mise en place du tiers-temps pédagogique et les nominations de conseillers pédagogiques d'éducation physique favorisent le développement de l'UCEP, qui élargit ses activités aux différents temps d'enseignement scolaire. Les pratiques évoluent à l'UFOLEP, avec l'adhésion d'associations davantage motivées par la pratique de la discipline de leur choix que par la revendication de leurs origines laïques. Dans le domaine culturel, au-delà des activités artistiques ou de la lecture, l'accent mis sur les cultures régionales et de l'immigration modifie un peu la tradition jacobine et sensibilise la Ligue à la prise en compte de la diversité. En 1980, elle crée une revue mensuelle, Antenne, qui veut favoriser les liens entre les détenteurs de la diffusion culturelle et les nouveaux créateurs dans le cadre des bouleversements du monde de l'audiovisuel. Au sein du CLAP, les activités modélistes s'élargissent progressivement aux activités scientifiques. En 1983, elle crée pour cela Argonautes. Plus importante fédération de ciné-clubs, elle est aussi très active dans l'audiovisuel. De même, aux côtés des colonies de vacances, les activités en direction des adolescents et des adultes se diversifient. La Ligue agit par ailleurs pour la restauration scolaire et pour les départs en classe de neige ou de mer. Dans plusieurs départements, des fédérations s'investissent dans la gestion d'établissements médico-sociaux. La Ligue a soutenu la loi sur la formation professionnelle, mais en 1980, estimant être peu associée par les grétas de l'éducation nationale et l'éducation populaire étant peu prise en compte, elle décide de créer son propre institut de formation, l'INFREP, qui va développer une intense activité. Aux élections municipales de 1977, de nombreux responsables associatifs sont élus. Sensibles à l'importance des activités socio-culturelles, ils vont y consacrer davantage de moyens, mais par facilité ou intérêt, au lieu de contribuer au développement de la vie associative en contractualisant avec des associations autonomes, ils préfèrent souvent gérer directement ou ne voir dans les associations que le moyen de mettre en œuvre leur propre politique. Le débat sur la question scolaire est vif lors des élections législatives de 1978 et présidentielles de 1981. Tout devient possible ici et maintenant. Avec la victoire de la gauche, la Ligue croit enfin venu le temps de concrétiser ses espérances. Mais le fossé entre ses projets et la possibilité de les mettre en œuvre s'avère plus large que prévu. La culture, le sport, la formation professionnelle continue, la communication, les loisirs sont devenus l'affaire d'institutions spécialisées et les responsables politiques jugent irréaliste de les rapprocher au sein d'un seul grand ministère de l'éducation permanente. Mais elle s'accommode assez bien de cette désillusion en raison des mesures prises par le gouvernement en faveur de la décentralisation, du temps libre, de gestion démocratique des loisirs ou du développement de l'économie sociale. Elle se réjouit de la reconnaissance de la vie associative avec la création du CNVA, dont son secrétaire général Georges Davzac devient le premier président. La loi sur le sport, en 1984, va donner davantage de moyens à l'UFOLEP d'être une fédération affinitaire multisport et reconnaître l'UCEP comme fédération sportive scolaire. Sensible à la thèse alors à la mode qu'il ne faut pas tout attendre de l'État-providence, elle amplifie ses activités économiques. Diffusant les films pour les ciné-clubs, CitéVox vend également du matériel audiovisuel. Outre ses prestations dans les domaines de l'assurance, des vacances ou de la formation, la Ligue crée EdiLigue, une structure d'édition qui publie de nombreux livres, certains accompagnés de diapositives, et diversifie des collections, avec en particulier une sur le cinéma, qui est une référence. Ce développement économique va entraîner les appareils fédéraux à prendre directement en charge les activités. La gestion fédérale devient lourde et complexe, le nombre de salariés augmentant considérablement. Aussi, la Ligue va globalement, progressivement moins se préoccuper de fédérer des initiatives locales et des pratiques amateurs que de développer des réseaux de diffusion, tant pour le spectacle vivant que pour la diffusion du cinéma, où les circuits itinérants se substituent aux ciné-clubs. De même, dans le domaine des vacances, si sa collaboration avec des comités d'entreprise et le soutien de la NCV lui permettent de mieux s'investir dans le tourisme social,
Les contraintes pour ces fédérations de la gestion de l'accueil dans des centres ou villages de vacances prendront souvent le pas sur les efforts nécessaires pour favoriser le départ en vacances des habitants de leur département. Les fédérations évoluent aussi car leur relation avec les associations affiliées se modifie. Pour beaucoup d'associations, en effet, le rapport qualité-prix des prestations que procure l'affiliation devient plus important que d'être réunis dans une fédération pour défendre des idées. À ces mutations s'ajoute la grande désillusion sur la laïcité. Tout avait pourtant bien commencé. En 1982, les 100 ans de l'école publique avaient généré beaucoup d'espoir. Le CNAL organise une grande fête au Bourget où sont invités à s'exprimer Alain Savary, le ministre de l'Éducation nationale, et Pierre Mauroy, le Premier ministre. Mais après l'imposante manifestation de soutien à l'enseignement privé en juin 1984, la promesse d'un service public unifié et laïque de l'éducation nationale est abandonnée par le président de la République. Il retire le projet de loi d'Alain Savary, pourtant adopté par l'Assemblée nationale. À cette désillusion s'ajoute celle sur la capacité de la gauche à changer la vie et bientôt la méfiance de beaucoup de militants pour les grandes utopies. Dans un contexte où le chômage grossit, où on assiste à une atonie grandissante du mouvement social et au développement du malaise dans les banlieues, l'engagement des militants se modifie vers des causes plus concrètes pour lesquelles ils peuvent mesurer les effets immédiats de leur action. Dans ce contexte, la Ligue prend conscience qu'elle n'échappe plus à la fin des 30 Glorieuses, alors que ces fédérations sont de plus en plus des entreprises, souvent au détriment du mouvement de militants. Aussi, pour redonner des perspectives à des militants un peu désorientés, la Ligue, avec un secrétariat national rajeuni, veut lier action et réflexion au service de la démocratie et de la solidarité. Pour la réflexion sur la laïcité, ces compagnonnages qu'elle initie avec des intellectuels permettent des publications, des colloques et des débats qui déboucheront sur une importante résolution à son congrès de Toulouse en 1989. C'est aussi l'occasion de rencontres avec des partenaires inhabituels alors. Mais avant, elle doit faire face, en 1986, au retour de la droite au pouvoir, qui remplace l'attribution dans chaque département de mise à disposition par une subvention nationale. Cette mesure a un côté bénéfique, mais elle a le lourd inconvénient de renforcer la dépendance à l'égard du ministère de l'Éducation nationale, tout en rendant plus précaires les moyens attribués, qui d'ailleurs diminueront au fil du temps. Les travaux conduits sur la laïcité avec des personnalités diverses lui permettent de donner toute sa place au mouvement d'idées et à la formation des citoyens. Aussi, elle peut créer avec Claude Julien en 1987 les cercles Condorcet, afin de ne pas subir passivement, mais tout au contraire d'anticiper, comprendre et accompagner les mutations, parfois brutales, qui ébranlent la société. Parallèlement, avec la Ligue des droits de l'homme, elle crée les Clés 89, qui prendront une part importante dans la commémoration de la Révolution française à l'occasion de son bicentenaire en 1989. Ces activités se poursuivent avec l'UFOLEP-UCEP, où le plein air et les sports de pleine nature fleurissent et où des sports innovants confirment sa vocation multisport. À partir de 1987, avec la nouvelle mission nationale d'action culturelle, la Ligue impulse des partenariats pour l'éducation artistique et culturelle et développe le travail avec les professionnels. Avec un catalogue et un regroupement annuel, Spectacle recommandé suscite l'intérêt pour le spectacle vivant qui ira grandissant. La mission nationale développe la formation de délégués culturels et sillonne les départements pour soutenir diverses initiatives et favoriser l'organisation ou l'implication dans de nombreux festivals. 30 circuits de cinéma itinérants et 90 salles fixes couvrent plus de la moitié des départements. En 1989, la Ligue signe sa première convention avec le ministère de la Culture. À partir de 1984, elle participe à la transformation de l'université de ces fédérations d'Aquitaine en université de la communication, qui devient un moment incontournable, permettant par la rencontre d'élus, de responsables des médias et des citoyens, de comprendre les gigantesques mutations dans le domaine de l'information. C'est l'occasion de créer avec l'UNAF MTT. Jusqu'en 1998, cette association d'usagers des médias organisera chaque année un observatoire critique.
Elle élargit aussi son action avec des partenaires pour une société de l'information. Et de 1996 à 1998, elle participe à la réalisation de La Vie en Plus, montrant que des citoyens associés peuvent faire bouger le quotidien. Elle suscite également des initiatives en direction des jeunes. Son secteur vacances connaît de profondes modifications. L'appellation Vacances pour tous s'impose pour sa communication. Avec l'intégration du comité d'accueil, elle devient un opérateur très important pour les classes de découverte et les séjours linguistiques. Suivant les conclusions d'une mission d'études confiée à un organisme spécialisé, elle procède à de profondes réorganisations, crée une centrale de réservation, développe la création de villages de vacances et décide de constituer la chaîne des relais de France pour des séjours de vacances à forte charge culturelle dans des sites historiques. Ces changements rapides de fonctionnement, mal compris, généreront d'importants déficits pendant plusieurs années. Pour gérer les affiliations, elle crée Elodia. Ce dispositif était censé fidéliser les adhérents usagers en leur permettant l'accès à des conditions avantageuses aux prestations extérieures de la société de consommation. Et mal géré, il sera abandonné après avoir généré incompréhension et pertes financières. Et malgré sa volonté d'aider la vie associative, elle ne stoppe pas la chute des affiliations et a une très faible attractivité en direction des nouvelles associations. C'est dans cette situation que la Ligue souhaite affirmer son indépendance avec ce qu'on appelait alors l'Empire FEN. Elle fait appel à un cabinet de communication, adopte un nouveau logo et modifie ses partenariats. Constatant en effet que ses protestations depuis des années contre les concurrences de la Maïf et de la MAE avec la PAC étaient sans effet, la Ligue décide en 1990 de quitter le SECOMSEN, qui était censé réguler les concurrences et favoriser les collaborations entre organisations laïques. Elle développe un partenariat avec la GMF, mais les initiatives, notamment la création d'une assurance élève avec la FCPE, n'auront pas de réelle suite. Elle quitte aussi le syndicat d'employeurs que les associations laïques avaient constitué pour négocier la convention collective de l'animation, n'acceptant pas les dispositions concernant les animateurs de centres de vacances. C'est alors que la Ligue se prononce sur la laïcité. À Toulouse, la Ligue invite croyants et non-croyants à se mobiliser autour de la laïcité, valeur commune pour refuser les exclusions et relever ensemble le défi de la démocratie et de la solidarité. Il s'agit de concilier la liberté de conscience et la pratique du culte de son choix ou de n'en pratiquer aucun, avec l'émancipation des personnes, la justice sociale et le pluralisme des cultures. Nous avons voulu dire que les militants laïcs étaient engagés pour plus de solidarité et plus de démocratie, au-delà d'un certain nombre de lignes de clivage, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire la démonstration que la laïcité reconnaissait le pluralisme. Cette conception de la laïcité, assez originale à l'époque, va générer des problèmes avec d'autres organisations laïques, lorsqu'à l'automne 89 à Creil, 3 jeunes filles refusent d'enlever leur foulard au collège. La Ligue approuve l'avis du Conseil d'État qui déclare que le port d'un foulard par des élèves n'est pas un problème en lui-même, s'il n'empêche pas l'assiduité à tous les cours et s'il ne crée pas le désordre dans l'établissement. Face aux fortes oppositions d'intellectuels et d'autres organisations, mais aussi afin d'assumer un débat interne, la Ligue organise les assises de la laïcité plurielle. Après quelques années, elle admet qu'ajouter un adjectif à laïcité était inapproprié. Mais elle confirme la volonté qu'elle indiquait d'agir pour l'expression de la diversité des opinions et du pluralisme des cultures et contre toutes les prétentions cléricales d'où qu'elles viennent. Pour cela, elle organise différents colloques et développe la formation des cadres avec notamment les camionneurs d'idées. Dans le cadre de sa volonté de développer l'éducation à l'environnement, une délégation de la Ligue participe en 1992 au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Dans la foulée, elle crée le label CED, Citoyenneté, Environnement, Développement, pour ses centres de vacances. La même année, elle organise un colloque itinérant, de Grenade à Tunis, en passant par Toulouse et Montpellier, qui permet la prise en compte de l'importance de la culture arabo-musulmane dans la civilisation occidentale. En mai, à Agde, avec son secteur sportif, elle permet à des jeunes de 53 délégations de différents pays riverains de la Méditerranée et de la mer Noire la rencontre autour d'activités sportives et culturelles. En juillet, son congrès de Nantes prend en compte les nouvelles formes d'engagement citoyen et fait des propositions afin de contribuer à mettre la société en mouvement pour un avenir solidaire.
Elle décide de remplacer pourquoi par les idées en mouvement. Elle entretient des partenariats avec des associations à l'étranger, organise des échanges de jeunes en particulier avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, soutient des projets de développement en Afrique et intervient même au Cambodge. Le 16 janvier 1994, la Ligue participe activement au succès de la manifestation organisée par une centaine d'associations pour empêcher l'élargissement du financement de l'enseignement privé voulu par le gouvernement. À cette époque, tant au niveau national que dans de nombreux départements, surgissent des difficultés financières importantes, notamment dues à quelques gestions aventureuses. Aussi, la Ligue élabore une charte pour un fonctionnement plus rigoureux et définit des réorganisations dans le cadre d'une réflexion sur quelle ligue pour quelle société, en vue des congrès de Clermont-Ferrand en 1995 et de Nancy en 1998. La Ligue veut, dans un monde où la misère croît au sein de l'opulence, où les inégalités s'aggravent et où des fractures sociales dramatiques s'installent, agir avec tous ceux qui se reconnaissent dans l'exigence de l'égale dignité de tous les êtres humains. Elle veut faire de la diversité culturelle un ferment d'intégration et une source d'enrichissement du vivre ensemble avec des valeurs librement partagées. À partir de 1997, elle anime une commission laïcité et islam dont la composition très diverse permet une vraie réflexion sur la pratique de l'islam dans notre République laïque. En 2000, estimant avoir clarifié les questions théoriques, elle suspend les travaux qui avaient permis de dialoguer avec des jeunes de divers collectifs musulmans et de redonner à certains confiance dans la République. Mais elle n'a pas su prolonger ces réflexions et dialogues et les étendre dans tous les départements. La commission citoyenne à leur diversité qu'elle crée ensuite jusqu'en 2004 pour élargir la réflexion aux questions sociales et culturelles aura les mêmes défauts. Un peu avant, sous l'impulsion de son nouveau président Roger Lesgar, elle a une intense réflexion sur la laïcité qui relance le fonctionnement de son comité national, intégrant l'important travail d'Anne-Marie Franqui, sa vice-présidente déléguée sur les sectes, qui, dans les médias et l'opinion d'alors, était la menace principale sur la laïcité. Parallèlement, le développement des activités se poursuit. La Ligue organise avec l'UFOLEP UCEP plusieurs colloques et une université sportive. Le succès de l'Université de la communication s'amplifie à Ourtin et s'élargit à l'international. Le vrai symbole, il se déroule en 1997, arrive Lionel Jospin, donc c'est le deuxième Premier ministre qui vient, et c'est intéressant parce qu'il formule ce que devrait devenir la France numérique. Avec la ville de Rennes, elle organise les rencontres sur l'éducation, et à partir de 1999, un salon de l'éducation permet à plusieurs centaines de milliers de personnes de participer à un grand rendez-vous annuel des acteurs de l'éducation et de la formation. Je crois qu'il est important effectivement que la nation tout entière, l'ensemble des citoyens, s'empare des questions éducatives. Ce n'est pas simplement une affaire des seuls enseignants. Et nous avons rassemblé donc tous les acteurs de la communauté éducative, ils sont tous présents. Le programme national Lire et faire lire est lancé en 1999 avec l'UNAF et l'appui du romancier Alexandre Jardin. Le CIDEM, qu'elle avait créé en 1984 avec la Ligue des droits de l'homme pour promouvoir le civisme, s'élargit à d'autres organisations afin d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics sur cette question. La Ligue facilite la création en 1996 d'AnimaFac, structure associative étudiante, et prend l'initiative en 1998 de créer un réseau national des juniors associations pour permettre à des mineurs de prendre des responsabilités. Profitant de la nouvelle loi sur le sport, l'UCEP décide en 2000 son autonomie à l'égard de l'UFOLEP, élabore de nouveaux statuts qui seront approuvés par le Conseil d'État en 2003 et élit son propre président en 2004. La Ligue s'investit fortement dans l'accompagnement du plan dit Langue Tasca pour le développement des arts et de la culture à l'école. En 2001, elle participe activement à la célébration des 100 ans de liberté associative et se réjouit de la signature d'une charte entre le gouvernement et la CPCA. Son congrès de Bordeaux est l'occasion de prendre en compte l'hétérogénéité des associations agissant avec la Ligue, la diversité de leurs membres et usagers, et la pluralité des entreprises d'économie sociale et solidaire gérées par les divers niveaux de la Confédération. La Ligue décide de fédérer autrement pour permettre aux associations affiliées
de choisir leur niveau d'engagement au sein de la Ligue, de s'ouvrir à des partenaires et surtout de reconstituer un réseau de ligueurs en rendant possible l'adhésion individuelle. Ces décisions, largement approuvées, devaient permettre une reconquête associative et militante. Mais la démarche s'avérera mal comprise, l'adhésion individuelle étant perçue comme un risque de déqualification des militants locaux ou de la création d'adhérents à plusieurs vitesses, et la distinction entre associations affiliées et fédérées ne sera pas véritablement mise en œuvre. Heureusement, elle assume mieux ses fonctions d'employeur, car l'organisation de l'ensemble de ses activités exige de plus en plus de salariés et impose beaucoup de rigueur dans la gestion des ressources humaines. Afin d'être plus efficace, l'UNODESC fusionne en 2001 avec les autres syndicats d'employeurs associatifs pour créer le CNA, membre de l'UDES. En 2002, après le choc provoqué par la présence au second tour de l'élection présidentielle du candidat d'extrême droite, la Ligue décide d'être plus visible. Pour cela, elle revient à son appellation d'origine, la Ligue de l'enseignement, avec une signature, un avenir par l'éducation populaire, ce nom devant être décliné dans tous les départements avec un nouveau logo. En 2003, elle participe activement au débat sur le port des signes religieux à l'école. À son assemblée générale de Troyes, elle adopte majoritairement une motion estimant qu'une loi serait inopportune, position qu'elle défendra devant la commission Stasi. La tournure des débats conduiront ensuite à l'adoption d'une loi en mars 2004, loi que la Ligue ne remettra plus ensuite en question. À son congrès de Lyon en 2004, la Ligue affirme sa volonté de faire mieux prendre en compte par ses fédérations et associations l'exigence d'une dimension sociale et civique dans la construction de l'Europe. Elle agit au sein de Solidar, fédération européenne dont elle est membre, produit des documents et organise des rencontres. Lors du référendum sur le projet de traité européen en 2005, respectant la diversité des positions de ses membres, la Ligue n'a pas pris position. Mais la synthèse sur les défis démocratiques de la construction européenne qu'elle a produit a permis à ces fédérations d'organiser de nombreux débats. À la suite des émeutes de banlieue en 2005, la Ligue cherche des réponses à la grave crise sociale, politique et culturelle que connaît la France. Le constat d'alors est en effet sombre. Peur suscitée et entretenue, casse des solidarités institutionnelles remplacées par le marché, affaiblissement des services publics, etc. En réponse, la Ligue suscite pour les jeunes, sous l'appellation Demain en France, des chantiers d'expression artistique leur permettant de dévoiler leur vision de l'avenir. Liberté, égalité, fraternité, pour de vrai, pour de vrai. Très investi depuis longtemps dans la formation des animateurs et directeurs de centres de vacances, et ayant le souvenir de l'apport des objecteurs de conscience au temps où le service militaire était obligatoire, la Ligue s'implique fortement dès 2007 dans le recrutement, le suivi et la formation des jeunes en service civil volontaire. Cet engagement s'amplifiera en 2010 en lien avec l'Agence nationale pour l'accueil de volontaires en service civique. Parallèlement, la Ligue amplifie son action pour que l'éducation soit vraiment l'affaire de tous. Afin d'éviter l'échec et l'éviction de trop nombreux jeunes du système éducatif, elle engage un important travail autour de l'école. À son assemblée générale de Lorient, elle adopte le projet Refonder l'école pour qu'elle soit celle de tous, à partir des réflexions de son comité national d'éducation. Comme les écarts de réussite entre les milieux sociaux se creusaient dans l'école, la Ligue considère qu'il faut la refonder. En 2008, la Ligue, amputée en 15 ans de la moitié des aides de l'éducation nationale, crée avec d'autres mouvements le CAP, qui illustrera, dans le cadre du Salon de l'éducation, son opposition aux mesures décidées par le ministère, par déjà le port de gilets jaunes. Ce rassemblement des forces se prolongera avec l'appel de Bobigny en 2010, auquel la Ligue contribue fortement. Les principaux acteurs de l'éducation, associations d'éducation populaire, élus locaux, parents d'élèves, mouvements pédagogiques, syndicats, présentent les grands axes d'un projet national pour l'enfance et la jeunesse. Avant, en 2005, la Ligue a été au premier rang de la commémoration de la loi de 1905 de séparation des églises de l'État, avec de multiples initiatives, colloques, publications, DVD, etc., et un site internet très performant. Cette commémoration permet un travail de fond sur l'histoire et le contenu de la laïcité. La Ligue est donc armée en 2008 pour réagir au discours du Latran
du président Nicolas Sarkozy sur les racines chrétiennes de la France. Elle prend l'initiative d'une pétition qui recueillera des dizaines de milliers de signatures avec le soutien du journal Libération et de nombreuses associations. Son congrès de Paris en 2007 s'interroge sur les liens sociaux et civiques dans notre société. Individualisme, communauté, destin commun, comment faire société. La richesse de la réflexion et la nature des débats conduisent sagement la Ligue à poursuivre sa réflexion dans les 3 ans qui suivent. C'est donc le congrès de Toulouse en 2010 qui adoptera un manifeste pour faire société. Cet engagement appelle à l'examen critique, la réaffirmation et l'intervention citoyenne des principes qui doivent fonder notre vivre ensemble, redonnant à chacun confiance en lui-même, confiance en l'autre et confiance dans les cadres collectifs qui protègent et émancipent tout à la fois. Le congrès suivant, en 2013 à Nantes, précise les conditions de sa mise en œuvre avec l'adoption du rapport « Un avenir par l'éducation populaire ». Elle avait, en 2011, précisé ses orientations dans le domaine culturel. La Ligue lutte aussi contre le racisme et les discriminations et agit pour l'égalité et la diversité. Depuis 2008, elle publie une excellente revue pour réfléchir à une reconnaissance partagée de la diversité qu'elle fait aussi vivre en action. Dans le cadre de Solidarité laïque, elle s'implique dans les multiples initiatives visant à faire d'un monde vivable pour tous l'affaire de tous. Et elle poursuit son action « Pas d'école, pas d'avenir ». Avec Solidar et dans le cadre du Forum civique européen, elle agit pour une Europe de l'égalité, de la solidarité et de la démocratie. Toutes ces actions s'inscrivent dans une volonté d'une remobilisation associative et militante, d'autant plus importante que les modalités de financement public tendent à réduire les associations au rôle de simples entreprises sur le marché. L'érosion continue des effectifs a certes des raisons externes, concurrence d'autres associations ou de fédérations sportives, initiatives des collectivités locales ou encore forte implication du secteur marchand. Mais s'y ajoutent des questions internes sur le rôle fédératif, les procédures d'affiliation, les services à mettre en œuvre et surtout, comment rendre plus clair le pourquoi de l'adhésion à la Ligue aujourd'hui. Avec le retour de la gauche au pouvoir en 2012, la Ligue a le plaisir de retrouver au ministère de l'Éducation nationale des compagnons de route. Et elle soutient avec enthousiasme le projet de refonder l'école, mis en chantier par le ministre Vincent Peillon. Pour mobiliser tous les éducateurs, parents, collectivités, associations d'éducation populaire, la Ligue s'implique dans l'élaboration des projets éducatifs de territoire. La même année, elle produit un outil pédagogique pour expliquer la charte de la laïcité aux enfants et organise de nombreuses réunions et plusieurs colloques pour assurer le service après-vote. Mais la suite nous montrera que nous avons été insuffisamment efficaces. La Ligue milite pour une meilleure reconnaissance de l'économie sociale et solidaire et s'implique donc dès 2012 dans l'élaboration de la loi. Présidant le mouvement associatif, elle est aussi très active dans le secteur mutualiste, le domaine sanitaire et social, la formation professionnelle ou les vacances, où elle est un acteur du tourisme social. La préparation de la célébration de ses 150 ans est l'occasion pour la Ligue de revenir sur son histoire et ses combats fondateurs. Un site présente les nombreuses initiatives dans tous les départements, ainsi qu'une médiathèque permettant de retrouver des documents sur son histoire. Plusieurs colloques ont lieu, en particulier celui sur la laïcité, des combats fondateurs aux enjeux d'aujourd'hui. Elle organise des collaborations diverses, produit 2 DVD et un film avec France 5 et des publications retraçant notamment son histoire. Même une bande dessinée réalisée par un jeune en service civique. Cette commémoration a montré une Ligue très active et diverse. Elle est associée ou organisatrice de diverses manifestations et de nombreuses activités culturelles. L'UFOLEP s'est féminisé, ses préoccupations sociales et de santé sont de plus en plus présentes et les activités pour les seniors ou les jeunes dans les quartiers prioritaires se développent, réaffirmant son identité multisport et affinitaire. Assurant son rôle de fédération sportive scolaire au sein de la Ligue, l'UCEP, passerelle entre le sport civil et l'école, participe à la formation de citoyens sportifs qui seront les acteurs des Jeux olympiques et paralympiques organisés en France en 2024. L'adoption d'une charte et l'excellent travail sur le projet éducatif de son secteur vacances ne l'ont pas mis à l'abri des difficultés économiques et des réorganisations sont en cours. Dans le domaine des médias, ces partenariats se poursuivent. Avec les éditions Milan, des documents sont édités. Son site Décrypte Images donne des repères sur l'ensemble de la production visuelle.
et depuis 2014, avec des initiatives diverses, elle adapte son action pour lutter contre les fractures numériques. Et plusieurs milliers de volontaires sont mobilisés dans le cadre des décodeurs. En des temps où il est beaucoup question de crise de la démocratie, le réseau d'une quarantaine de cercles Condorcet permettent l'organisation de vrais débats qui ne demandent qu'à s'amplifier par une meilleure articulation avec les fédérations départementales. Pour la laïcité, elle organise et participe à de nombreux colloques et conférences, publie divers documents et anime un site internet. Elle s'est fortement engagée dans les diverses initiatives prises suite aux attentats de 2015 et ses fédérations ont développé de nombreuses actions. Vous allez voir à la faculté de médecine, on a utilisé très longtemps, alors qu'on méprisait les juifs ou qu'on leur faisait des misères ou qu'on refoulait les musulmans, on a utilisé le savoir des juifs et le savoir des musulmans. On va aller le voir à la faculté de médecine. Alors que le débat laïque est parfois vif, elle recherche au maximum le rassemblement, mais elle n'a pas hésité à prendre la défense de l'Observatoire de la laïcité, injustement mis en cause par le Premier ministre de l'époque. La Ligue s'implique avec les associations de soutien aux réfugiés. Avec Solidarité laïque, sa fédération du Pas-de-Calais participe à la scolarisation à l'école laïque du Chemin des Dunes dans la jungle de Calais. En 2018, elle soutiendra la marche pour la promotion de la solidarité et l'accueil des migrants en France. Son congrès des 150 ans se tient à Strasbourg, en présence de François Hollande, président de la République, et de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Pour saluer une grande institution, la Ligue de l'enseignement, une institution qui n'est pas de la République, mais qui est pour la République. Moi aussi, j'ai fait l'expérience de l'éducation populaire, enfant donc, mais aussi comme élu local. Et je crois en l'éducation populaire, totalement. Son histoire, la vôtre, c'est celle d'un renouvellement permanent et en réalité d'un défi sans cesse relevé face à la désespérance civique. En adoptant une déclaration se souvenir de l'avenir, elle réaffirme que l'éducation est sa grande cause, la laïcité son combat de toujours et la démocratie son idéal. Voyons donc des tisserands de la République, avec les fils de toutes les couleurs et les sensibilités, les sens qui la constituent. Si nous voulons y entraîner collectivement nos concitoyens, ouvrons plus largement nos portes. Mais si nous voulons être les tisserands de la République, il faut aussi rendre la République désirable, et pour cela montrer en quoi ses principes et valeurs sont source de paix civile et de progrès social. Allons à la conquête de liberté et de droits nouveaux. Pour les militants que nous sommes, l'éducation, la démocratie et la laïcité n'appartiennent pas qu'au monde des idées. Elles se manifestent tous les jours dans notre relation aux nombreux publics de nos actions. Elles interrogent la manière dont nous décidons, dont nous hiérarchisons nos priorités. Dans sa conclusion du Congrès, le président Jean-Michel Duconte invite les ligueurs à promouvoir cette déclaration au cours des élections à venir. Ce que la Ligue fera par sa campagne appel au vote et parallèlement en organisant de nombreuses réunions en région pour l'élaboration d'un projet stratégique. Avec l'élection présidentielle de 2017, marquée par la montée de l'abstention, un vote de défiance et le rejet de deux grands partis de droite et de gauche, le nouveau président de la République, considérant que le clivage gauche-droite devait être remplacé par des réponses techniques portées par des élus spécialistes, estime qu'il peut passer par-dessus les corps intermédiaires affaiblis pour s'adresser directement au peuple. La Ligue doit alors faire face à diverses mesures préjudiciables prises par le nouveau gouvernement. Considérant insuffisantes les réactions du secrétariat général face à ces mesures, les administrateurs contestent son action et son fonctionnement. Cette contestation conduit à une crise au cours de laquelle des fédérations ont le sentiment de ne pas être entendues. Et au terme de quelques mois de turbulences, une assemblée générale extraordinaire réunie à la demande des fédérations entraîne la démission du conseil d'administration qui sera intégralement renouvelé à la fin octobre. L'élément positif de cette période difficile est une forte mobilisation dans un débat que le Congrès de Marseille en juin devra confirmer, en ayant le souci d'éviter tout manichéisme pour collectivement rechercher les solutions les plus appropriées. L'objectif de ce rappel de l'histoire de la Ligue est d'y contribuer. Dans une situation qui, à bien des égards, est comparable à celle de sa naissance, un nouveau souffle démocratique doit être trouvé,
une nouvelle vigueur à la vie associative doit être assurée et la force novatrice de l'engagement militant doit être amplifiée. Ce rappel historique souligne que la force de la Ligue a été de lier action et réflexion en privilégiant toujours l'action, car pour elle, les proclamations ne valent rien quand la réalité les démente. Elle a été exigeante pour les interventions des pouvoirs publics, sans pour autant tout attendre d'eux et en restant indépendante. Elle a favorisé les initiatives individuelles en respectant les engagements politiques, syndicaux ou philosophiques de ses membres, tout en privilégiant l'action collective au service du projet de la Ligue. À ces trois atouts qu'elle doit conserver pour affronter les enjeux d'aujourd'hui, je me permets d'ajouter, avec la seule légitimité d'avoir été un acteur en différents lieux, domaines et fonctions durant plus du tiers de cette histoire, quelques thèmes on peut tirer l'enseignement de cette histoire. D'abord, comment, à l'ère du numérique et des réseaux sociaux, faire mieux circuler l'information, être plus attentif à tout ce qui bouge et à l'écoute des projets nouveaux, sans pour autant tomber dans les effets de mode. Comment ensuite traduire mieux en action les orientations politiques? Comment prendre en compte les exigences économiques de l'entreprise d'économie sociale tout en respectant les perspectives du mouvement laïque? Et donc comment faire mieux vivre les compétences professionnelles avec les engagements militants? Comment rendre plus audible son expression et plus lisible ce qui fait lien entre des militants, des ligueurs engagés dans différents domaines ou secteurs d'activité? Comment prendre des initiatives anticipatrices en ne cédant pas à la démobilisation dès lors que ces initiatives n'ont pas un effet immédiat? Et enfin et surtout peut-être comment et avec qui exister et s'exprimer au plan local, dans les quartiers, dans les villages, en tant que ligue globalement et pas simplement dans la suite des activités et de la diversité de ces activités. C'est autour de ces questions et de bien d'autres que le Congrès de Marseille doit apporter des réponses.